Voilà, donc rebonjour et nous sommes toujours mardi 4 avril 2023. Euh, on est sur l'espace dédié euh, au site mécaniqueuniverselle.net qui tâche de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est entre autres la paix universelle, donc l'accession à un fonctionnement universel, la fraternité, la liberté absolue, pas la liberté du libéralisme, mais la liberté vraiment totale qui est spirituelle. C'est l'accession à l'état d'extase, la liberté, la pleine liberté. Et donc la fin de la propriété, justement. C'est-à-dire que tout sera patrimoine commun de l'humanité. On aura dépassé les nationalismes, alors évidemment, ça concerne les siècles qui viennent. Ce n'est pas quelque chose qui peut se réaliser dans les 10, 20, 30, 40 ans. On voit bien qu'il y a encore de nombreux passages à traverser, de nombreuses embûches à traverser pour l'humanité, des conflits, par exemple celui que nous sommes en train de vivre sur le continent européen. Il y en a d'autres sur le continent africain, au Yémen, etc., qu'il faudra dépasser. Il faudra que l'Occident accepte de monter au niveau mondial, c'est-à-dire faire allégeance à l'ONU, en somme. Donc qu'on ne reste plus avec une seule superpuissance, que ce soit que la superpuissance, ça soit l'ONU, et non pas une puissance partisane. On a vu depuis 30 ans ce que donne un seul gendarme du monde quand il n'est pas... quand il est partisan, naturellement, c'est légitime. Ça aurait été exactement pareil si c'était les Chinois, les Français et les Irakiens qui avaient pris la gouvernance mondiale. On, on privilégie son clan, sa nation, son pays, voilà, sa religion, etc., etc. Et donc, c'est pas possible de rester sur un modèle comme ça. Et c'est pourquoi il faut que ce soit l'ONU, un système comme l'ONU, mais l'ONU, il peut tout à fait répondre à cette exigence, un système qui soit universel, qui soit géré par l'ensemble de l'humanité, donc ce qui le rend absolument juste, bienveillant et respectueux de l'ensemble des nations et des groupes humains, que ce soit le plus petit groupe humain qui appartient à l'humanité, donc, dans son ensemble. On parviendra à cet état-là, évidemment, mais il faut encore quelques siècles d'évolution. Mais bon, on n'est pas très loin de cela. Alors, pour prouver, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps ou sur des émissions de radio que j'écoute sur France Culture. Là, par exemple, je vais reprendre l'écoute de l'épisode 4 des podcasts dédiés à de la propriété par l'émission Avec philosophie sur France Culture. Dans la semaine, c'est à partir de 10h, je crois. C'est des émissions qui durent 1 heure.
et qui sont magistrales, qui sont vraiment très très intéressantes. Et en plus, maintenant, avec cette nouvelle présentatrice, elle colle à l'actualité. Donc là, nous sommes sur de la propriété. Épisode 4, les socialismes utopiques du premier 19e siècle. À cette époque-là, donc au 19e siècle, des penseurs comme Fourier, comme Saint-Simon, comme Leroux, comme etc., avaient une vision universaliste des choses. Voyaient dans le progrès, et ça a été le cas aussi de Marx, dans le progrès, une chance pour l'humanité d'aller justement vers un état de perfection. Alors il y avait toujours deux façons, comme dans l'humanité, comme pratiquement tout dans l'humanité, entre déjà l'énergie, le plus et le moins, on le retrouve à tous les niveaux de l'échelle de la création. Et dans une théorie ou sur un principe d'évolution, bien souvent, il y a deux forces qui s'affrontent en pensant qu'ils sont ennemis, et en fait, ce sont les deux ouvriers de la même activité qui est l'évolution de l'humanité, et en croyant être en opposition, en réalité, ils sont des partenaires qui s'ignorent. Et donc, bien souvent, dans une théorie, elle se diversifie en deux grandes veines, une veine matérialiste et une veine spirituelle. Ça a été le cas, par exemple, pour la théorie qu'a proposée Hegel, voilà, qui a donné une voie matérialiste, ça a été Marx, etc., qui pensent que seul ce que l'on voit, ce qui existe, ce qui est palpable est la réalité. Il n'y a pas de réalité transcendante. Et puis ceux qui pensent que le moteur majeur des choses, c'est un principe créateur, c'est un principe au-delà de ça. Il y a quelque chose qui organise ce monde pour qu'il se déroule ainsi. Moi, je suis dans cette veine-là, je pense évidemment. Mais je pense qu'en même temps, il utilise la veine matérialiste pour se réaliser. Voilà. Et donc, eh ben là, on va écouter on va continuer et j'écoute et puis éventuellement je commente. Voilà. Et Thierry Gaudin, du côté, je ne sais pas, de ce que faisaient les patrons des charbonnages à la même époque avec l'érection des corons, il y a, me semble-t-il, beaucoup de différences. On pourra y revenir. Alors, mais on parle là de... C'est Gaudin, par exemple, qui avait créé les phalanstères, ces habitations humanistes, utopistes, mais qui ont été réalisées pour ces ouvriers. Gaudin, c'était celui qui faisait les poêles, voilà, qui a inventé les poêles à bois, Gaudin. Et donc, il voulait, ces patrons-là, une partie du patronat suivait justement les visions idéalistes des philosophes du 19e siècle, tels que Fourier, tels que Marx, etc., tels que Proudhon. Voilà. Ils essayaient de mettre en pratique les théories qui étaient proposées, des théories qui cherchaient à aller vers l'égalité, vers plus de justice, vers le fait
de s'occuper correctement des ouvriers. On sait comment le 19e siècle a été mortifère à un certain degré, et parce qu'il y avait un patronat, justement, voilà, encore une fois, on se retrouve avec ces deux voies, un patronat qui était matérialiste et plutôt, disons, abusant, et puis un patronat qui voulait justement développer le côté, euh, se rapprocher des philosophies euh, humanistes. Voilà. On voit bien là que la propriété privée que détenait Godin, il s'en est départi à la fois pour Guise, même si les locaux disent Guise. Je l'ignorais, pardon. Il en a été le maire d'ailleurs, Godin. Oui, ouais. Et par ailleurs, pour financer le projet, vous l'avez rappelé, de Victor Considérant, d'une installation aux États-Unis, d'une communauté qui a finalement échoué au Texas. Alors, Pierre Musso, vous aussi, vous vous êtes rendu à Guise, puisqu'on dit comme ça, dans l'Aisne. Il y a quand même une chose qui me surprend, c'est pourquoi en 68, alors que plein de communautés commencent à naître partout, celle-ci périclite un petit peu, en tout cas perd sa singularité. Ça marchait plus? C'était pas ça qu'on voulait en 68? Alors, je crois que le familistère, comme le phalanstère, ça vient de phalange, la famille, et de monastère, c'est-à-dire la référence dans l'histoire de l'industrie occidentale, c'est le monastère. Donc, Fourier l'avait très bien compris. Et quand c'est peut-être tout ça qui a commencé à faire peur un peu dans les années 1960-70. Ce genre de mots, ce rapport peut-être à la religion, à la famille. Oui. Comme le disait Anne Cupiec, le phalanstère ou le familistère de Guise, c'est le palais du nouveau monde industriel. Et quand Fourier le dessine dans le nouveau monde industriel en 1829, il représente quasiment un monastère industriel contemporain du début du 19e autour de l'usine. Donc il y a en tête d'ailleurs le palais royal, qui fréquentait comme Saint-Simon le palais royal de Paris, auquel il confronte l'image opposée. Je pense que après 68, le référent c'est Marcuse. Oui. C'est pas tellement Fourier ou Saint-Simon ou Owen, c'est Marcuse, c'est-à-dire la critique. Le bouquin majeur de Marcuse, qui est devenu quasiment une bible dans le mouvement de 68, c'était la critique de la société industrielle avancée, c'est-à-dire le processus production, consommation, destruction. Et donc c'est cette société industrielle avancée qui est critiquée par 68 au nom d'une autre vision de la société et de la culture. Voilà, et on peut voir à quel point le passage entre 68 et 90, les années 90, entre l'époque, justement, ce qui a amené la pensée, la philosophie qui tournait dans les années 70, qui essayait qui critiquait le système de consommation, qui critiquait ce monde... l'ultralibéralisme, ce désir libéral qui occupait tous les esprits, l'avoir plus que l'être, etc. Comment, quand ça c'était dans la période où il existait ces deux forces, il existait le communisme sous la forme de l'URSS et le capitalisme sous la forme des États-Unis. Et ces deux types de sociétés se faisaient face et, au fond, se servaient de garde-fous. Une s'intéressait beaucoup plus à l'être qu'à l'avoir, au fond, à l'idée d'égalité, aux valeurs fondamentales, même si elle ne l'appliquait pas complètement et qu'il y avait tout un tas de choses. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui s'affirmaient de plus en plus vers l'avoir et qui étaient critiqués. Donc, en 70, l'époque hippie, c'est pas pour rien qu'elle est venue, c'était contre le diktat du capitalisme, en somme. Et on voit que quand le communisme est tombé, quand le capitalisme a réussi à vaincre le communisme,
il est parti dans une toute-puissance libérale, ce qui a donné le néolibéralisme à partir des années 90. Et on voit à quel point, à ce moment-là, il n'y a plus que les valeurs, c'est ce que nous venons de vivre ces 30 dernières années, avec un excès total des valeurs de l'avoir sur les valeurs de l'être. L'être a complètement disparu. Le spirituel, il est écarté de la société. C'est ce que on retrouve une lutte qui veut restaurer du spirituel. Maintenant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. La société, mondialement, lutte contre ce néolibéralisme. Voilà. Où Marcuse dit c'est l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire l'homme justement consommateur, industrialiste. Donc c'est une critique radicale de l'industrialisme et donc de la c'est une autre production fibre, et une autre vision du travail, bien sûr. Oui. Alors Et revenons à ce qui Herbert nous intéresse Marcuse aujourd'hui. était lié au communisme, justement. De Owen, je promets qu'on va en parler. Là, cette émission leur est consacrée. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur Fourier. Charles Fourier, né en 1772, mort en 1837. C'est donc lui le grand inspirateur de ce Gaudin qui a établi cette communauté à Guise. C'est un drôle de bonhomme, Charles Fourier, Pierre Musso. Il est tout terrain, un peu scientifique, il s'intéresse au mouvement physique, il s'intéresse au système de production, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie. Et puis, donc, il fonde cette revue, Le Phalanstère, ou La Réforme, plus tard nommée La Phalange, dans les années 1830, et il imagine des petites communautés. Alors, dans ces petites communautés, j'aimerais comprendre, il n'y a plus de propriété privée, Pierre Musso ? Alors, il oppose deux systèmes, ce qu'il appelle la civilisation, c'est-à-dire le système existant, alors dont il faut absolument bannir, qui est porteur de tous les vices, et au nouveau système dont il rêve, et il le répète en gros entre 1804 et la fin de sa vie, c'est l'harmonie. Oui. Et donc, le statut de la propriété change radicalement. Dans la civilisation, c'est la mère de tous les vices. Dans l'harmonie, elle est très différente. Et c'est Voilà, alors c'est clair que ce dont il parle là, sur les idées de Fourier, c'est à mon sens ce que l'humanité acquérera lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection. Simplement, Fourier pensait que c'était possible de l'imposer, de le proposer et que la société le décide comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'évolution a son propre rythme. Les choses arrivent que quand psychologiquement nous sommes prêts. Un enfant ne peut pas avoir psychologiquement la mentalité, la maturité d'un adulte. Voilà. Donc c'est pareil pour l'humanité. À ce moment-là, elle n'était pas mature pour pouvoir globalement installer ce genre de choses. Il y avait trop de résistance face à ces idéalistes étaient trop peu nombreux. Ils étaient peut-être 5-10%. Et donc, il n'y avait pas assez pour renverser la vapeur, en somme. C'est quand un système parvient à être dominant, quand il y aura 60 ou 80% de la population mondiale qui aura de la force des dominants chez les dominants, quand il y aura 60% ou 70% des dominants qui seront pour la paix, pour imposer la paix sur la planète, la paix s'imposera. Mais tant qu'il y a 30% de pacifiques et 70% de belliqueux, eh bien on continue la guerre. Voilà, c'est ça à peu près le mécanisme. Ce qu'on va retrouver, c'est une propriété composée, par exemple dans le phalanstère. Tous peuvent être propriétaires, sont propriétaires en contribuant par leur travail et ils participent aux bénéfices, comme le disait. C'est un peu comme un axe qu'on appellerait aujourd'hui de l'actionnariat pour les travailleurs. Oui, mais... Non, c'est pas du tout l'actionnariat, c'est vraiment... l'idée, c'est que tout est en commun, c'est un petit peu comme on pourrait penser au patrimoine mondial.
à quelque chose qui appartient au patrimoine mondial. Tout le monde, on doit travailler à l'entretien, mais c'est passé au niveau du patrimoine, au niveau du patrimoine mondial. Voilà, le pays est chargé de son entretien, mais c'est plus... Fourier, ce qui est passionnant, vous avez dit c'est un personnage assez extraordinaire. Vous savez qu'André Breton en a fait le père du surréalisme. Oui. Hein, c'est un socialiste, si on veut garder ce terme, il ne l'emploie pas, un socialiste romantique, parce que c'est un traité des passions et des analogies. Donc il fait la propriété qui est vice dans la civilisation devient vertu dans l'harmonie. Donc il y a une propriété négative et une propriété positive. Absolument, et je suis d'accord avec ça. On va passer sur la propriété positive déjà, on est en train de passer. Et même une mathématisation, si je peux dire, de ces passions. Et alors, Anne Cupiec, je ne sais pas ce que vous avez encore vu ou compris à Guise, dans cette communauté fourriériste fondée par Godin, mais il paraît donc qu'à un moment, alors, dans son déploiement, son plein épanouissement, donc pour ce qui est des salaires, il y avait un vote collectif dans l'usine pour savoir qui avait quoi, combien, et on prenait en compte, là encore, les besoins, mais aussi le mérite, notion complexe. Et on voit à quel point c'était novateur. Cette idée que tout le monde se met à décréter, à discuter du mérite personnel de chacun dans le travail. Et ce qui est complètement aberrant, c'est qu'aujourd'hui, on ne reprenne pas ce modèle-là. Ce modèle est extrêmement génial parce que dans l'entreprise, si dans une entreprise, on demande une entreprise de 200 personnes, on demande aux gens de voter les salaires de tout le monde, du directeur, du patron, du directeur, des sous-directeurs, etc., jusqu'aux ouvriers, jusqu'aux balayeurs, l'ensemble trouvera le salaire absolument juste. Ils ne se tromperont pas. Il n'y aura pas, même s'il y a 80% d'ouvriers, les 80% d'ouvriers ne vont pas voter pour que eux, ils aient un salaire supérieur à celui du patron. L'homme, il est extrêmement juste naturellement. Les ouvriers sont absolument justes dans la majorité. Donc, ça serait quelque chose de totalement génial, en fait. Parce que là, les salaires sont totalement usurpés. Qu'est-ce qui justifie que un présentateur de télévision qui abuse le peuple complètement, qui est là pour abuser du peuple au profit de l'oligarchie, soit payé par l'oligarchie au salaire des 1% de les supérieurs, qu'ils arrivent à toucher 30 ou 40 000 euros par mois. C'est un salaire qui est totalement usurpé. Il n'y a aucune raison qu'il ait ce salaire-là. Il n'y a pas de raison que le patron de Michelin aujourd'hui touche 100 fois plus que Michelin lui-même quand il a créé son entreprise. Ce que Michelin s'accordait, alors que c'était lui le vrai créateur du système, sa différence avec ses ouvriers était bien moindre qu'aujourd'hui le directeur qui sort de l'ENA ou des hautes études et ce qu'il s'accorde. Donc il y a vraiment un vol manifeste depuis la mondialisation, depuis le néolibéralisme. Il y a un vol manifeste sur tous les plans des élites sur le peuple et sur les peuples en général. Et ça, c'est ce qui révolte absolument le monde. Ils arrivent à le faire taire parce que les médias n'en parlent pas, mais le peuple sait très bien ce qui se passe. Il n'est pas dupe, il est là, il ne peut pas s'exprimer que quand il est en révolte, mais sinon... Vous comprenez que ça puisse un petit peu
pour nous aujourd'hui être un petit peu angoissant? Oui, pour nous, aujourd'hui, ça peut... Je pense qu'on a beaucoup de mal à imaginer ce que cela... Et pourquoi ça serait angoissant? Pourquoi ça serait angoissant? Là, il y a quand même... Bon, malheureusement, c'est comme ça. Quand on est, selon la classe où on est, où on est né, on a une vision tout à fait différente de la propriété, des salaires. Voilà, moi, ma position, elle n'est pas du tout celle de l'animatrice de cette émission, évidemment. Mais bon, c'est légitime, c'est tout à fait normal. Ma position n'est pas du tout la même que celle de Bernard Arnault ou de je ne sais pas qui. Voilà. Ce qui est logique. Mais en tout cas, l'humanité va vers des solutions où la justice s'établira. Les 30 ans qu'on vient de vivre, ce sont des 30 ans de retour à l'injustice. La justice était à peu près commencé à se faire dans les 30 glorieuses. Au niveau mondial, ça a commencé à s'établir. Et c'est en rentrant dans la toute-puissance que le capitalisme a ramené de l'injustice qu'on voit et qui nous font passer pour de la justice. Et d'ailleurs, ils ont ramené des idées, des idées complètement incroyables. Dans le train, par exemple, on allait vers la fin des classes. Dans les années 20, 30, il y avait 3 classes ou 4 classes. Et c'était, voilà, il y avait les riches, les pauvres et puis les indigents. Et on était dans ces modèles-là. Et les années 50, 60, 70, on rabotait tout ça. On faisait, justement, on allait vers l'égalité. On travaillait l'égalité de façon douce, tranquille, et ça évoluait correctement sur ces principes-là. Et puis, quand le néolibéralisme a vaincu le communisme, il a écarté l'idée d'égalité et il est parti dans l'excès de trucs. Et il a ramené donc les classes, les carrés VIP, des choses qui étaient complètement aberrantes à notre époque. Et puis, voilà, cette nouvelle classe, cette nouvelle bourgeoisie qui a pris le pouvoir dans ces 30 années, là, qui se sont enrichis de façon complètement obscène. Et voilà, quoi. Là pouvait être, mais il faut tenter, c'est toujours un exercice très difficile, de se replacer dans un contexte historique différent, à un moment où l'industrialisation, notamment en France, n'est pas comme celle que dénoncera Marcuse quasiment un siècle plus tard. Et l'idée, c'est bien que la réussite de l'usine, des produits qui vont être vendus, des innovations techniques, et il y en a plein. Enfin, Gaudin a installé son usine là parce qu'il y avait une voie ferrée, parce qu'il y avait un cours d'eau qui permettait de transporter les matières premières et les produits finis. On est dans un contexte qui n'est pas comparable. Donc ce qui peut nous sembler, comme vous le disiez, angoissant aujourd'hui, ne l'était certainement pas hier. Et que les conditions de vie des ouvriers et de leur famille à cette époque étaient telles à Guise que personne ne pouvait remettre en cause ce qui était discuté en termes de salaire. Oui, de vote collectif qui finalement actait les choses. Les loyers, par exemple, les loyers étaient très faibles. Ça représentait à peine 10% du salaire des ouvriers et des ouvrières. Alors, je disais que Charles Fourier était un drôle de monsieur. Tout à fait normal, d'ailleurs. Donc, il y a quand même un exemple, c'est qu'il imaginait une véritable
10% du salaire, ce qui donnerait qu'un loyer pour quelqu'un qui gagne 1600 euros aujourd'hui, il payerait 160 euros de loyer. C'est tout à fait juste, c'est ça qui est juste. Et c'était à peu près ce qui se passait dans les années 50, 60, 70. On était à ce niveau-là. Voilà, il y a quelque chose, il y a eu un passage, les 30 années qu'on vient de vivre et celles que nous sommes encore en train de vivre, c'est un vol manifeste de l'humanité. Et en Occident, surtout en Occident, c'est hallucinant comment on s'est appauvri entre le passage à l'euro qui a été un vol absolu euh, du, tout a augmenté d'un seul coup. On a perdu un pouvoir d'achat hallucinant. Et puis, le, le, la suite, les années 90, les années 90 2000, 2010, là, ces années-là, qui ont été un ravage des acquis sociaux, des avantages, bref, le peuple s'est appauvri. Maintenant, on voit bien à quel point c'est compliqué pour un jeune de s'acheter, d'avoir un appartement pour quelqu'un de basique qui n'a pas de parents derrière qui l'aident. C'est quasiment impossible. Même pour se loger, on est rentré dans l'idée du travailleur pauvre qui peut même pas se payer un loyer. On voit bien que ce qui a pris du pouvoir, c'est le système marchand. C'est le marché en fait. C'est le système, c'est le patronat. C'est une partie de la population. Il y a 10% de la population qui s'est super enrichie, et puis tout le reste qui s'est appauvri derrière, parce que l'argent, Attendez, j'écoute. l'argent, il est toujours. Où est-ce qu'il est L'argent est toujours là. Donc il faut bien qu'il soit pris. C'est un principe des vases communicants. Il faut qu'il soit pris quelque part, cet argent-là. Donc il est pris sur les pauvres, sur les ouvriers, sur les pauvres, et il est transféré dans les classes qui se sont organisées à prendre à avoir des salaires hallucinants, voilà, dans, dans la vie. Voilà. Avant, un journaliste était, dans les années 70, il était payé comme un ouvrier à peu près normal, quoi. Voilà, maintenant, j'aimerais savoir ce que touchait Pierre Desgroupes, Pierre Lazareff, Igor Barrère, ces gars-là quand ils ont commencé la télévision. Voilà, et puis maintenant, ce que l'oligarchie paye ses ouvriers, c'est parce qu'ils sont comme les autres, hein. Et en plus, ils, ils agissent contre le peuple en réalité. Évolution de l'espèce, que si on fabriquait on établissait ce genre de communauté, un changement dans la propriété, dans le travail, eh bien l'anatomie humaine finirait par changer aussi, notamment finirait par pousser à l'être humain un bras supplémentaire, un archibras fort utile, qui montre que quand on sollicite certaines fonctions, ben, ça fait pousser les bras, enfin pousser des organes, c'est en tout cas ce qu'il croyait. Écoutez ce texte farfelu mais assez jubilatoire qui vous est lu par Jules Barbier de l'équipe d'Avec Philosophie. Mais ce sont des choses qui évoluent. Quoi que les hommes soient une race. Ce sont des choses qui évoluent. On le voit bien, on est en train de le dire là, voilà. Sur 20 ou 30 000 ans, si on utilisait la souris pendant 30 000 ans, évidemment, des choses changeraient. Notre corps change, on grandit, etc., etc. Donc, c'est pas si absurde que ça. La seule chose, c'est que l'évolution, entre l'évolution corporelle, on y a travaillé, hein, l'homme, les premiers ouvriers de l'humanité, ça a été ceux qui ont développé nos capacités, qui ont couru dans la savane, qui ont
qui ont transmis les gènes comme ça pour avoir des poumons plus développés, pour se poser en position debout, pour acquérir des dextérités avec les doigts, etc., pour travailler les choses, ben ça a été une partie, le premier type d'évolution. Puis après, on a travaillé les évolutions, la pierre, on a affûté les outils, on a découvert, etc., etc. Identiques dans tous les globes, ils ont dans les soleils un avantage bien éminent sur ceux des autres globes. C'est le bras d'harmonie, ou archibras, réunissant diverses facultés réparties entre nos animaux. Celle de la trompe de l'éléphant, celle de la queue prenante du singe. Ce bras d'harmonie est une véritable queue d'une immense longueur à 144 vertèbres partant du coccyx. Elle se relève et s'appuie sur l'épaule d'où elle doit porter à la double hauteur du corps. Ainsi, selon notre hauteur, elle aurait environ 16 pieds de longueur, dont 3 de perdu pour l'appui sur l'épaule et au moins 12 de développement. Ce membre est aussi redoutable qu'industrieux. Il est arme naturelle. Un habitant du soleil attendrait un lion et un taureau de pied ferme. Et à 6 pas, il casserait au lion l'échine d'un coup d'archibras et renverserait le taureau par les cornes ou les jambes sans l'approcher. Bon, cet archibras, on sait bien que l'homme augmenté, on va vers ça. On voit bien que l'archibras, il existe. Les caméramans utilisent c'est comme s'ils avaient un archibras. Les militaires ont des archibras pour porter les trucs. Bon, bref, on y est dans l'archibras. La seule chose, c'est que c'est pas génétique. Il est armé de résistance contre tous les animaux et met l'homme sans armes à niveau avec eux. Ses emplois sont si brillants et si nombreux qu'il est plus aisé de les concevoir que de les décrire. Ce membre, en accélérant prodigieusement les travaux, donne d'immenses richesses aux habitants solaires. Il ne nous sera donné que lorsque nous aurons passé à l'harmonie composée, qui commencera après 16 générations d'harmonie simple, environ 400 ans. La race humaine à cette époque sera enfin pourvue de l'archibras comme les habitants du soleil. Elle le perdra à la fin du monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces utopistes, ces fous, j'en fais partie, hein, c'est clair, et ben voilà, ils pouvaient imaginer qu'il fallait 400 ans pour faire pousser un membre, etc. Mais comme moi, je pense qu'il faut 400 ans pour atteindre l'ultime perfection. Peut-être que dans 300 ans, ou dans 400 ans, ou dans 500 ans, les humains, s'ils arrivent à retrouver un de mes ordinateurs, ou bref, la maison de... qui est-ce qui s'occupe de Google? Bref, là où sont stockées les données, diront, ben, vous vous rendez compte, ils pensaient que maintenant on avait atteint notre perfection. Et c'est encore le chaos. Il faudra encore attendre tant et tant. Bon, peu importe. C'est comme ça que se fait l'évolution humaine. Lorsqu'elle sera retombée en harmonie simple, ou 25e période sociale. 25e période sociale, ça c'est intéressant. C'est un texte de Charles Fourier dans La Phalange en 1848, mais ce qui est très intéressant, c'est que cet extrait a été expurgé par ses disciples. Pierre Musso, les disciples de Fourier n'étaient pas très à l'aise toujours avec ces débordements d'imagination. Mais non, pourquoi ? moi je crois au contraire qu'il a eu peu de disciples, par considérant notamment, contrairement à Saint-Simon, dont on parlera après, et comme il veut souligner l'absurdité mais les du meilleurs système sont existant, de ce qu'il appelle ignorés. la civilisation. Il écrit l'ordre civilisé est absurde. Donc on rentre. Mais il a absolument raison. Breton, dans son ode à Fourier vers 1945, je crois, appelle le fondateur du surréalisme, et même dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Et c'est pas pour rien que pour Breton, c'est le fondateur du surréalisme. Et le surréalisme, c'est pas un réalisme fou. C'est quelque chose de très très important qui a amené. Il avait absolument raison, Fourier. Sur tout, c'était un novateur, c'était un visionnaire. Voilà, ça. Alors, ça donne un aspect un peu fou, mais le temps se charge d'enlever
la folie des choses. Démocrite qui a pensé à l'atomisme, il est certainement passé pour un fou, et il n'était pas fou. Voilà. Et quand Van Gogh traversait les rues de Arles pour aller peindre en pleine nature pendant la tempête, les gens devaient dire « mais regarde ce fou », etc. Et ce qu'il a peint, c'était pas de la folie, c'était l'avant-garde de quelque chose. Donc voilà, on est loin de... On a une illustration. Et il a raison, montrer cet homme-là qui qu'on parle. peut, au tout début de ce qu'on appelle la révolution industrielle, envisager non pas l'industrie sous la forme de la civilisée, mais sous la forme harmonieuse. Et dans cette harmonie, c'est une industrie attrayante, dit-il, naturelle. C'est-à-dire qu'il prend les paradoxes, il prend les contradictions à bras-le-corps. Parce qu'il voit venir les premières contradictions entre les luttes sociales dans l'entreprise, dans l'usine à l'époque, Voilà. et donc il veut les dépasser. Donc il pense une industrie naturelle, attrayante, et je crois qu'il est très important et très contemporain, parce que c'est bien ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Peut-on faire une industrie naturelle, attrayante, Bien attractive? sûr, bien Donc, sûr. le rêve de Fourier, à travers son romantisme et son surréalisme, est d'une extrême actualité. Oui, alors Bien peut-être sûr. d'ici avait peur de certains aspects, mais nous ferions bien, dites-vous, d'aller penser Fourier dans sa globalité, Ben, y c'est compris clair. dans ce qu'il peut avoir d'un peu... Bien de le entendu. revisiter en mettant en tête les artistes. Ça, c'est ce que dira Saint-Simon. C'est-à-dire que dans le mouvement de recomposition de l'industrie contemporaine, les artistes devant, les savants derrière et les industriels, au sens de tous les travailleurs, de tous les producteurs. Ensuite, Ben, bien Alors, sûr même que c'est ça qu'il absolument, faut. parce qu'il est né juste un an avant Le QE Fourier. avant le Il QI. y a un personnage très important en Angleterre aussi pour la réflexion sur des utopies sociales, c'est Robert Owen. Bon, voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo et j'en reprends une dans la foulée.